Ce documentaire est sponsorisé par Devolo avec qui j'ai fait un petit partenariat pour vous tester les répéteurs Wi-Fi plus AC plug and play de la marque et je vous en parle tout de suite avant d'attaquer la vidéo. Ces répéteurs ont pour objectif d'étendre votre connexion Wi-Fi. Ces derniers permettent d'étendre rapidement et facilement la couverture de votre réseau Wi-Fi. Alors attention forcément si vous vivez dans un coin paumé de Liberty City ou de Los Santos et que vous captez même pas la DSL par exemple, ces répéteurs Wi-Fi n'ont pas pour objectif de vous faire accéder à la DSL, pas du tout. En réalité, la mission de ces répéteurs, c'est de stabiliser votre connexion pour éviter les problèmes de Wi-Fi afin d'avoir une bonne connexion dans toutes les pièces de votre maison. Par exemple, si votre box internet est dans votre salon, l'intensité de votre Wi-Fi va être de moins en moins bonne au fur et à mesure que vous vous éloignez de votre box. Ainsi, cela peut poser problème à certaines personnes comme moi si votre gaming room ne se trouve pas dans votre salon et que vous devez donc jouer en ligne ou faire des lives dans une pièce de la maison qui est un peu éloignée de la box, ça peut être galère. Grâce au répéteur Wi-Fi de Devolo, la réception est améliorée puisque cette dernière est retransmise par le répéteur en question, permettant une utilisation optimale des fréquences du Wi-Fi en augmentant la couverture Wi-Fi. De plus, grâce à la nouvelle technologie Multi-User MIMO, plusieurs appareils peuvent bénéficier d'une technologie maximale de votre Wi-Fi. Et grâce à sa prise intégrée, vous allez même pouvoir brancher d'autres appareils dessus sans perdre de place. En plus de cela, c'est plug and play. Vous avez simplement à le brancher à une prise et vous avez juste deux petites manipulations à faire avec un QR code à scanner ou en installant l'application sur votre smartphone et cela marche directement. Il n'y a pas plusieurs manipulations à faire. J'ai pu tester pendant un bon petit mois ces répéteurs Wi-Fi et j'en suis assez satisfait. Ceux qui me suivent notamment sur Twitch, vous savez qu'en ce moment il y a des travaux chez moi dans mon quartier et donc ma connexion est complètement chaotique, on va pas se mentir. Et grâce à ces répéteurs Wi-Fi, c'est pour ça que je peux faire des lives, même si des fois j'ai des petits bugs, parce qu'ils me permettent d'avoir une connexion globalement stable et sans cela ce serait même pas possible. Donc là en période de travaux ça m'aide beaucoup, mais c'est également le cas pour ceux par exemple qui avec une connexion qui ont du mal à se diffuser dans toute la maison. Ces répéteurs Wi-Fi font vraiment le job et donc je vous les conseille. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour avoir plus d'informations et un lien pour vous les acheter pour pouvoir les tester. Donc voilà, merci à tous et du coup, bon documentaire sur Rockstar Mag. Depuis plus de 20 ans, Rockstar Games est considéré par les joueurs, la presse et l'industrie comme le bad boy de l'industrie du jeu vidéo. La société anarchiste qui va à contre-courant et qui fait l'apologie du politiquement incorrect pour faire passer des messages forts, importants et proposer par l'intermédiaire de sa licence GTA une satire très qualitative de l'Amérique. Les frères Sam et Dan Houser représentent à eux deux l'entreprise. Depuis la création de Rockstar, le 27 décembre 1998, Sam et Dan Houser n'ont qu'une envie, changer le jeu. Depuis la fin des années 90, les frères Houser n'ont qu'une idée en tête, prouver au monde que le jeu vidéo peut être l'avenir et surpasser l'ensemble des médias qui sont bien implantés à l'époque. Que ce soit le cinéma, la littérature ou la musique, mieux encore, Sam et Dan Houser sont persuadés que le jeu vidéo peut être un rassemblement de tout cela. À l'époque, comme Dan l'indique dans son discours des BAFTA, personne n'a cru en eux. Rockstar was founded with a mission statement that video games were the next mass-market entertainment medium, that they were uniquely interesting and powerful, and that we, as a company, would serve two masters to prove this fact, combining the production values of movies with an obsession with gameplay above all else. Back in 98 and 99, we began shouting this to whoever would listen. A few people laughed at us for our hubris, both in ourselves and in the medium. Most people simply ignored us.
Now, as far as I know, this is the first time BAFTA have given an award to 900 people. Pour les Hauser, le jeu vidéo est encore plus puissant que le cinéma et il ne devrait pas y avoir de différence. Ainsi, dès la fin des années 90, on retrouve dans les jeux Rockstar du contenu qui ne va pas du tout plaire aux bien-pensants et aux dictateurs de la bonne parole. Violence, sexe, drogue, alcool. Dans GTA, nous retrouvons un jeu parodique, satirique, qui offre une liberté totale sans précédent. Il est possible de voler, tuer, conduire à toute vitesse, ou alors d'être le parfait petit citoyen en respectant le code de la route et en ne tuant personne dans le monde libre offert dans des jeux comme GTA 3 ou Vice City. En 2003, Rockstar choque encore plus avec Manhunt, son jeu le plus polémique à ce jour. Un jeu au triste record, celui qui est interdit dans le plus de pays au monde pour son contenu ultra trash. Manhunt met en scène James Earl Cash, un prisonnier détenu à la Country Jail, condamné à mort pour des raisons qui nous sont inconnues. Ce dernier fut racheté par Lionel Starkweather, un célèbre réalisateur de snuff movies. Le snuff movie est un genre de film clandestin dans lequel le héros du film est réellement torturé, violé et même battu à mort. Le joueur va donc tourner le film du nom de Manhunt, soit la chasse à l'homme en français, et va devoir survivre coûte que coûte face aux différents ennemis par l'intermédiaire d'exécutions ultra hardcore. Interdit en Nouvelle-Zélande, banni en Allemagne, premier jeu vendu exclusivement aux adultes dans l'état d'Ontario au Canada, classification refusée en Australie où le jeu n'aura même pas été expédié et banni en Russie, Manhunt va créer la polémique comme jamais. Un an plus tard, Rockstar veut repousser les limites avec GTA San Andreas et va trop loin avec le mode Hot Coffee qui va créer une polémique sans précédent dans l'industrie du jeu vidéo, mais plus largement de la pop culture. Un procès débute en 2005 et va attirer la haine de nombreuses institutions et autres associations de consommateurs réclamant la dissolution de Rockstar Games et la condamnation des frères Hauser. C'est dans ce climat glacial que le développement de GTA 4 débute. En 2007, Manhunt 2 sera encore plus violent et sera interdit dans les mêmes pays que le premier opus. Pour les autres régions comme la France, le jeu sera repoussé pendant 1 an car il ne pourra pas passer les tests de classification PEGI, jugés trop violents. Le jeu sortira finalement en 2008 dans une version ultra censurée et très faible techniquement. En 2008, c'est également la sortie de GTA 4 qui va lui aussi être une énorme polémique. Depuis 2002 et Vice City et surtout 2003 avec Manhunt, Rockstar est fiché comme le studio ultra violent, politiquement incorrect qui pervertit les jeunes et la population mondiale. Avec GTA 4, Rockstar est l'entreprise qui repousse les limites avec un jeu ultra réaliste avec des graphismes et un moteur physique impressionnant pour l'époque et une ville de Liberty City qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à New York. Encore une fois, l'avocat Jack Thompson part en croisade pour faire interdire le jeu et fermer la société des Hauser. L'avocat est rejoint par de nombreux politiciens comme Hillary Clinton ou Lee Lang-yi. Fort heureusement, la liberté d'expression sera plus forte que la censure. Rockstar ressort gagnant de tous ses procès et perdra uniquement le procès du Hot Coffee. Grâce à des jeux plus soft comme Red Dead Redemption, Halo Noir ou Max Payne 3, Rockstar calme légèrement la tempête après plusieurs années à enchaîner procès sur procès, avant de rallumer l'étincelle en 2013 avec la sortie de GTA V. Une fois de plus, un jeu vidéo est en train de devenir l'un des produits culturels les plus rentables du moment. GTA 5, il est sorti il y a 3 jours en France et dans plusieurs pays du monde. Et cette question, est-ce qu'il est dangereux pour nos ados et pourquoi ? Drogue, sexe, violence, le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Homicide volontaire, attaque à main armée, conduite dangereuse, service d'une prostituée, vol de véhicule, voilà tout ça pour vous dans GTA 5. Alors, la réputation de la licence et de Rockstar colle à la peau de GTA qui fait une nouvelle fois la une des JT et qui est une nouvelle fois décrit comme le jeu du mal. Pourtant, GTA V est plus sage que ses prédécesseurs, bien qu'il reste un très bon GTA avec une très bonne dose de satire et du politiquement incorrect. Depuis quelques mois, nous avons l'impression que l'âge d'or de Rockstar est loin derrière. Le départ de Leslie Benzies en 2016, les tensions avec Take-Two depuis 2018, le départ de Dan Houser en 2020, la censure de GTA The Trilogy The Definitive Edition en 2021, la censure de GTA V Next Gen en 2022, Rockstar Games ne serait-il déjà plus que l'ombre de lui-même?
Le studio aurait-il, comme beaucoup de joueurs le prétendent, succombé à la culture du wok? Pour tenter de répondre à cette question, redéfinissons tout d'abord le terme de wokisme. Le terme wok provient du verbe anglais wake qui signifie l'éveil, pour la prise de conscience. Historiquement, le wokisme existe depuis les années 60. À la base, le wokisme est utilisé pour éveiller les consciences sur les inégalités liées à la justice sociale et à l'égalité raciale. En juin 1965, Martin Luther King emploie le mot wok pour appeler les étudiants à se réveiller et devenir une génération engagée pour faire changer les choses. La culture du wokisme va ensuite se faire oublier pendant une quarantaine d'années avant de revenir sur le devant de la scène dans les années 2010. C'est sur Twitter que le mouvement wok renaît en 2012 pour lutter à nouveau contre les inégalités sociales et raciales. C'est à partir de 2016, après un article de Bloomberg et du New York Times, que le mouvement va clairement émerger. Selon la journaliste Amanda Hess du New York Times, il est devenu à la mode pour les gens de déclarer qu'ils sont devenus conscients. Selon la journaliste, il y a une différence entre le politiquement correct, qui est une façon pour la droite de dénoncer l'hypersensibilité dans le discours politique, tandis que le wokisme est une manière d'affirmer le sensible pour la gauche. C'est au cours des années 2010 que le mot wok va évoluer pour devenir une sorte de paranoïa saine selon certains. À partir de 2018, le wokisme évolue et devient un mouvement ayant la volonté d'en finir avec les inégalités raciales, mais également le harcèlement sexuel. Par la suite, le wokisme va devenir plus largement un mouvement qui vise à en finir avec toutes les formes d'inégalités sociales et raciales, que ce soit le racisme, le sexisme ou encore l'homophobie. Ainsi, au départ, le wokisme était une bonne idée et un mouvement sain, qui nous permettait réellement d'éveiller nos consciences. Et ce qui est cool, c'est que cela a commencé à marcher. Ce qui est moins cool, c'est qu'il y a rapidement eu des dérives. En effet, une partie de la population raciste, misogyne, homophobe s'est férocement opposée au mouvement. Pour ce qui est des marques, des entreprises, des sociétés de production, de films, de séries et même de jeux vidéo, ces derniers sont tombés dans la paranoïa saine décrite par de nombreuses personnes dès le début des années 2010. Ainsi, de plus en plus de films, de séries et même de jeux ont commencé à mettre en avant des personnages de couleur ou des personnages issus des communautés LGBTQIA+. Si sur le principe cela n'a rien de mauvais et que cela s'inscrit parfaitement dans l'optique du mouvement wok, il y a malheureusement eu des dérives avec une hausse drastique de ce genre de production. Les joueurs et consommateurs ont eu l'impression que désormais l'objectif était de forcer tout le monde à adhérer à la culture du wok, quitte à en faire trop. Et en seulement quelques années, nous sommes passés des divertissements de la pop culture qui ne mettaient quasiment aucun personnage issu des minorités en avant, à des divertissements qui en mettent beaucoup trop, en arrivant parfois à inverser la tendance réelle. Le problème, c'est que cette volonté de vouloir à tout prix cocher des cases, de répondre à des critères, le fait de ne pas trouver de juste milieu a complètement desservi le mouvement wok, qui est devenu, aux yeux de nombreuses personnes, un mauvais mouvement qui vise simplement à forcer les gens à mettre en avant toutes les minorités. Alors qu'à la base, l'objectif du mouvement était simplement de faire accepter les minorités. Ainsi, du côté des consommateurs et des joueurs, on se retrouve également dans un cas où le juste milieu n'existe plus. De nos jours, dès qu'un jeu met en avant une minorité, une vague de haine touche le studio et les développeurs en accusant ces derniers de faire l'apologie du wokisme. C'est le cas de Naughty Dog et The Last of Us Partie 2 en 2020 qui a reçu une vague de haine et de review bombing sur les sites de notation suite à l'homosexualité d'Ellie. Une homosexualité qui n'avait absolument pas posé souci en 2014 dans le DLC du premier opus. C'est un peu ce qui est en train de se passer du côté de chez Rockstar Games. De plus en plus de joueurs commencent à employer le terme Rockstar Games en commençant à parler d'un personnage transgenre, noir ou même d'une femme en tant que protagoniste principale pour GTA 6. Alors qu'en est-il réellement? Et si depuis plus de 20 ans, Rockstar Games était déjà dans la culture du wok bien avant que cela devienne tendance? En réalité, oui. Depuis plus de 20 ans, Rockstar fait partie des rares studios à aller à contre-courant, que ce soit dans le contenu de ses jeux, avec de la violence, des armes, du sexe, de la drogue, mais également des minorités. Dès GTA 3, Rockstar met en avant les différentes communautés avec les gangs. Ce sera encore plus visible dans GTA Vice City en 2002 avec les gangs des Haïtiens et des Cubains. Mais c'est clairement en 2004 avec San Andreas que Rockstar va franchir un cap. Outre le nombre de gangs mettant en avant de nombreuses diversités dans la population du jeu, Rockstar est l'un des premiers studios à proposer un personnage noir en tant que personnage principal jouable.
Rockstar nous plonge au cœur des années 90, la West Coast, la guerre des gangs, l'ambiance de la rue avec quasiment que des personnages de couleur, que ce soit dans la communauté afro-américaine mais aussi hispanique. La plupart des personnages principaux font partie des minorités raciales. CJ, Sweet, Big Smoke, César, Ryder, Kindle, l'officier Tampony ou encore OG Locke. Il en est de même avec les personnages secondaires avec Beat Up, Jeezy ou Mad Dog. Les rares personnages blancs du jeu sont souvent extrêmement dérangés ou font partie des ennemis comme l'officier Eddie Pulaski, Zero, The Shrew ou encore Ken Rosenberg. À l'époque, cela n'a dérangé personne. Pas sûr qu'un GTA 6 avec ce même casting passe aussi bien en 2022. En 2008 avec GTA 4, Rockstar réitère. Cette fois, Rockstar veut aller beaucoup plus loin dans la satire et parodier l'Amérique. Le personnage principal, Niko Bellic, est d'origine serbe. Côté casting, on retrouve des personnages beaucoup plus diversifiés que dans GTA San Andreas, tout comme les PNJ dans la rue. Les rabbins dans le quartier juif, les Italiens, les Chinois, les Russes. Rockstar pousse la satire à son maximum avec des personnes très stéréotypées, mais une nouvelle fois, c'est parfaitement bien dosé. La question de l'homophobie est également traitée avec le personnage de Bernie, que Niko doit défendre justement. Sur l'application de rencontre, il est même possible de choisir l'orientation sexuelle de Niko et draguer des hommes. Mais le coup de maître, avec l'action qu'il fallait vraiment oser, c'est en 2009 avec le DLC The Ballad of Gay Tony. Le joueur incarne Luis Lopez, un garde du corps de Tony Prince, le roi de la nuit à Liberty City qui gère plusieurs boîtes de nuit et qui est donc gay. Là encore, en 2009, le DLC est passé inaperçu, désigné par la plupart des joueurs comme le meilleur DLC de GTA 4 et même l'un des meilleurs DLC de la génération PS3 et Xbox 360. Là encore, je ne suis pas sûr que cela aurait le même effet en 2022 si l'un des personnages principaux de GTA 6 était gay. Pour ce qui est des femmes, de nombreux joueurs regrettaient justement que les femmes ne soient pas plus représentées dans les jeux Rockstar. Car oui, rares ont été les rôles féminins forts dans les jeux Rockstar, sauf dans Red Dead Redemption avec Bonnie McFarlane par exemple. La plupart du temps, les femmes étaient relayées au second plan. Mais en 2018, Rockstar change la donne avec Red Dead Redemption 2 et l'incroyable personnage de Sadie Adler, parfaitement écrit mais aussi parfaitement incarné par Alex Machina. Le personnage de Sadie est tellement incroyable que de nombreux joueurs se sont mobilisés pour réclamer un DLC centré sur ce personnage, rêvant d'incarner l'allié d'Arthur Morgan. Malgré cela, nous avons de nombreux joueurs qui ne sont bien entendu pas des fans de la première heure et qui ont sans doute découvert Rockstar avec GTA V ou Red Dead Redemption 2 qui jouent la carte du wokisme, alors que Rockstar est depuis le début un studio qui met en avant cette culture du wok et l'idée de ne pas mettre à part les minorités. C'était bien avant que cela devienne à la mode et bien avant les dérives qui ont transformé ce mouvement en ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'attendre de GTA 6 et sera-t-il réellement un jeu woke version 2022 ? Pour le moment, il est assez compliqué de donner une réponse définitive, bien que la démission de Dan Houser en 2020 nous donne un premier élément de réponse. Mais pourquoi un tel changement ? En réalité, cela n'a pas vraiment de rapport avec la culture du woke, mais simplement l'envie de Take-Two Interactive de devenir un éditeur modèle, l'envie de se tenir éloigné de tout procès et de toute polémique. En 2018, Take-Two fut convoqué à la Maison Blanche par l'administration de Donald Trump en étant tenu pour responsable des tueries de masse aux États-Unis. Entre 2004 et 2010, Take-Two et Rockstar ont enchaîné les procès et les polémiques avec le procès du Hot Coffee qui aurait pu couler les deux boîtes si GTA 4 n'était pas sorti quelques mois plus tôt avant le rendu final du procès. Depuis bientôt 5 ans, l'objectif de Take-Two est désormais de devenir l'entreprise modèle. La restructuration totale de l'ensemble des studios Rockstar en virant de nombreux directeurs de studios pour les remplacer est un exemple. Il fut un temps où certains studios de Rockstar étaient gérés comme des groupes de musique avec des soirées, du sexe, de l'alcool et de la drogue au sein des bureaux. L'anarchie totale qui pouvait poser des soucis avec les conditions de travail. Depuis 2018, Take-Two a opéré un changement drastique des choses avec des coachs, des managers, avec un remplacement des anciens membres par de nouveaux et un cadre de travail qui fait partie des standards que l'on peut retrouver dans la plupart des studios et des jobs dans des bureaux. La censure de GTA Trilogy avec le retrait du drapeau des Confédérés, la censure de GTA V Next Gen avec les personnages transgenres du jeu, tout cela est fait pour ne pas froisser les minorités et éviter les polémiques et nouveaux procès lancés par des associations. Et pour une fois, sans vouloir faire l'avocat du diable, peut-on vraiment en vouloir à Take-Two ? Il y a quelques années, l'éditeur américain aurait foncé tête baissée avec Rockstar, n'ayant pas peur d'enchaîner de nouveaux procès.
Mais de nos jours, la liberté d'expression peut-elle vraiment rivaliser? Et désormais, les risques ne sont-ils pas trop grands? Quitte bien entendu à être totalement contre-productif, le retrait des personnages transgenres est une erreur grotesque. Il ne s'agit finalement que de PNJ qui sont représentés au même titre que les Chinois, les Juifs, les Afros et les membres de gangs. Rockstar représente la diversité de Los Santos et donc de la vie de Los Angeles de manière exagérée, un style propre à la satire. Ainsi, supprimer les personnages transgenres, c'est aussi mettre de côté cette minorité qui n'est désormais plus représentée dans le jeu. Un choix que l'on aurait compris si une des missions nous demandait de malmener, torturer ou tuer un personnage transgenre. Mais cela reste incompréhensible pour de simples PNJ. Pour le coup, c'est même à l'opposé de la culture woke qui vise justement à mettre en avant ces minorités. Bien entendu que l'avenir fait peur concernant GTA 6 et encore une fois, sans vouloir entrer trop dans les détails, le départ de Dan Houser n'est pas un hasard. Mais le véritable souci, ce n'est pas la culture du woke et la volonté de vouloir mettre en avant les minorités, mais notre société en 2022 où tout peut être prétexte pour créer une polémique. La satire est en train de s'éteindre et GTA s'éteint avec elle. La fin d'une époque et sans doute la fin des Houser.